Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour notre webinaire. On va pouvoir démarrer. Nous sommes à l'heure. Les participants commencent à arriver, donc bienvenue à tous. Nous allons donc ce soir traiter de la cybersécurité dans les ETI. Notre objectif, c'est de vous apporter ce soir des réponses concrètes sur la manière de mettre en place une stratégie et une approche de sécurisation de vos systèmes d'information, que vous soyez une entreprise de taille intermédiaire, moyenne ou petite. Pour traiter de ce sujet, je reçois deux intervenants, François Sharp de Procadre International et Denis Dorval de Jump Cloud. Je vais les laisser se présenter et puis leur laisser la parole. Mais avant cela, je voudrais tout simplement vous expliquer un petit peu, voilà, donner un cadre à ce webinaire qui va durer maximum 45 minutes. Vous pouvez poser vos questions tout du long de la présentation et du webinaire. Donc, vous devez avoir normalement sur votre droite un module questions. Donc, je vous invite à les rédiger, à les écrire directement dans ce module. Et puis, moi, j'interviendrai au fur et à mesure pour distribuer les questions à François ou à Denis tout au long de la présentation. Et puis, s'il y a des questions qu'on n'a pas traitées pendant le webinaire, alors on les traitera à la fin de la présentation. Voilà, je vais laisser la parole à François pour se présenter. François. Bonjour, je m'appelle François Sharp. Qu'est-ce qui m'a incité à faire ce webinaire avec Denis? La première raison, c'est que j'ai été DSI de grands groupes dans des contextes internationaux. Et au cours de mes 10 ans de parcours comme DSI de grands groupes, j'ai toujours eu à traiter le sujet cybersécurité. Donc il y a 10 ans, c'était un sujet qui était un sujet mineur et qui est devenu un sujet majeur. Et en particulier, j'ai deux expériences cybersécurité qui m'ont marqué. La première, c'est que j'ai travaillé chez Naval Group, donc un acteur de la défense, et donc à cette occasion, j'ai pu être confronté à des problématiques de sécurité qui étaient liées à des attaques qu'on dirait étatiques. Et puis ma deuxième expérience, qui était une expérience tout aussi enrichissante, c'était j'ai assisté à un comité exécutif qui est d'un grand groupe international, lui-même filiale d'un grand groupe international, et qui avait été ce qu'on appelle compromis. Donc, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore subi une attaque, mais il y avait des hackers dans le système information de ce grand groupe. Et ce qui m'a permis de voir les deux volets de la cybersécurité. Le premier volet, c'était un volet de prévention, et le deuxième, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a subi une attaque. Voilà. Enfin, aujourd'hui, je suis associé chez Procadre, et ce qui m'a permis de travailler avec des TPE, des ETI, voilà, donc des sociétés qui font de 10 millions à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ce que j'ai pu constater, c'est que le niveau de moyens pour traiter le sujet de cybersécurité était pas le même que dans un grand groupe, donc on n'a pas les mêmes moyens. Et l'idée de faire ce séminaire avec Jump Cloud, c'était de vous présenter la façon dont on voit la cybersécurité, et puis aussi de proposer une solution qui est un peu simple et qui est un peu innovante et qui permet à des TPE de traiter opérationnellement ce sujet. Voilà. Donc je vais laisser Denis, avec lequel j'ai travaillé, que je connais au moins depuis une vingtaine d'années, se présenter. Merci François et bonsoir à tous. Donc, je suis Denis Dorval, vice-président Europe, Moyen-Orient, Afrique, IMEA, donc pour la société Jump Cloud.
Je suis français, aujourd'hui basé à Londres, et j'ai occupé ces 20 dernières années différents postes à responsabilité pour des sociétés high-tech innovantes, américaines ou anglaises essentiellement, et avec comme principale mission le lancement des opérations commerciales sur la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et toujours avec un fil conducteur, vraiment celui de l'introduction de nouvelles solutions innovantes ou un terme un peu, un anglicisme, de disruption sur des marchés existants. Je vais prendre quelques exemples. Alfresco, par exemple, dont je me suis occupé de 2006 à 2014, qui était la première solution de gestion open source des contenus ou documentaires, ce qu'on appelle le marché de l'ECM ou de la GED, gestion électronique de documents. J'ai rejoint cette société à employé numéro 25, à l'époque une société anglaise, et on a fait croître la société de 0 à 100 millions de dollars. À peu près en 7 ans, je m'occupais de la zone Europe et Asie. Et puis, Alfresco a été racheté par Hyperland en 2020 pour un peu moins d'1 milliard de dollars. Et puis, plus récemment, une société américaine, Apigee, un leader dans le domaine de l'Enterprise API Management, Application Program Interface. Et là, je l'ai rejoint pour m'occuper des opérations Europe ou relancer plutôt les opérations Europe. Et la société faisait 40 millions de dollars en 2014 quand je l'ai rejoint. Et quand j'en suis parti, elle faisait 250 millions de dollars en 2019, avec sur ce chemin-là une introduction Nasdaq et puis ensuite une acquisition par Google Cloud pour un peu moins d'1 milliard de dollars également. En fait, ces expériences m'ont permis de connaître très bien les problématiques de croissance, donc TPE, ETI, etc., puisque là, on parle vraiment de littéralement hyper-croissance, et le secteur informatique, bien entendu, mais j'ai moi-même été aussi entrepreneur au début de ma carrière. J'ai fondé une société de logiciels en France. Donc voilà, je connais assez bien évidemment les technologies, la problématique de croissance, mais aussi le marché des PME, PMI en particulier, et aujourd'hui, de plus en plus la sécurité dans le cadre de mes activités et de mon rôle chez Jump Cloud. Voilà, donc les objectifs sont les suivants, c'est de reprendre et un petit peu comprendre quelles sont les contraintes de la gestion de la cybersécurité dans les TPE, PME, ETI. Quelles sont les mesures préventives, on va dire essentielles pour gérer ce risque cyber? Et puis enfin, de vous présenter en fait quelques solutions simples qui permettent de mieux maîtriser ce risque cyber dans un contexte post-Covid. Donc, on va commencer par la présentation du contexte. Hein, ça va se dérouler de la façon suivante. Jump Cloud vous présentera la façon dont ils répondent aux enjeux de la cybersécurité TPE, PME, ETI. Et puis enfin, je vous présenterai au titre de ProCadre la manière dont on voit l'organisation de la sécurité dans une ETI. Donc la présentation devrait durer une petite demi-heure et puis on se laissera 15 minutes pour faire pour les questions-réponses. Voilà. Donc un chiffre, on va commencer par des chiffres d'une source qui est une source de référence, hein, qui s'appelle l'ANSSI. Et en fait, ce qui est particulièrement frappant, c'est que en 2021, 52% des victimes de rançon logicielle, donc qui ont déclaré des incidents de sécurité à l'ANSSI, sont des PME, TPE, ETI. En 2020, c'était 34%. Et donc, tout ça n'illustre qu'une chose, hein, tout le monde pense, on pense tous qu'on est à l'abri d'attaques informatiques. Et en fait, la typologie d'entreprise qui est la plus vulnérable, ce sont les TPE et les PME. Voilà. Je vais reprendre rapidement et en fait, ça va nous permettre de décliner la façon dont on peut renforcer, dont vous pouvez renforcer votre sécurité. Donc, l'ANSSI préconise 5 mesures préventives. Donc, la première tourne autour de l'authentification du système d'information. Donc, ce qu'on appelle authentification, vous le savez tous, hein, c'est login, mot de passe.
Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'authentification. Accroître la supervision de la sécurité, un sujet qui ne se pilote pas et qui n'est pas supervisé, eh bien, c'est un facteur de risque pour les entreprises. Prioriser, avoir ses priorités vis-à-vis de ce risque, c'est important. C'est important pour les entreprises de savoir quels sont les risques et quelles sont les conséquences. Et puis, enfin, c'est de s'assurer qu'il y a bien un dispositif de gestion de crise qui est adapté à une cyberattaque, parce que ce qu'on constate, c'est que quand on est attaqué, eh bien, tout d'un coup, on se retrouve tout nu et on ne sait pas forcément par quel bout prendre le sujet. Donc, ce qui est préconisé, c'est qu'on y soit préparé et qu'on l'ait testé. Et enfin, dernière préconisation de l'ANSSI, c'est la sauvegarde hors ligne des données et des applications critiques. Donc, qu'est-ce qui caractérise la gestion de la cybersécurité dans des TPE, PME, PMI? Bon. Ce qui est utile de rappeler, c'est que le budget informatique, cybersécurité d'une entreprise, il est proportionnel au chiffre d'affaires. Donc, on a une fourchette de budget. Un budget SI et cybersécurité, il tourne entre 1,4 et 2% du chiffre d'affaires. Donc, si vous êtes une entreprise qui fait 30 millions de chiffre d'affaires, votre budget informatique total, il doit tourner autour de 600K par an. Voilà. Ce qui est normal, c'est que ces entreprises, elles sont focalisées sur le business. Donc, la gouvernance, elle est focalisée sur le business, elle est focalisée sur le chiffre d'affaires, sur la marge, sur les aspects financiers. Mais tout ce qui est cyber, c'est pas forcément un des sujets qui est piloté, on va dire, au pas du mois ou au pas du trimestre dans ce type d'entreprise. Et en fait, tout sujet qui n'est pas piloté, eh bien, passe en dessous du radar. Voilà. Donc, ce qu'on voit et ce qu'on observe, c'est qu'il y a quelques tests, ce qu'on appelle des tests d'intrusion, c'est qu'on teste la résistance du système d'information au risque cyber. Quelquefois, on prend des assurances, mais je vais malheureusement faire un parallèle avec le Covid. C'est pas parce que vous avez un test PCR négatif que demain, la semaine prochaine ou le mois prochain, vous n'attraperez pas le Covid, même si vous êtes vacciné. Voilà. Et enfin, pour faire un petit point sur l'assurance, c'est pas parce que vous êtes assuré. Si vous êtes assuré et que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires pour vous protéger, eh bien, le jour où vous aurez un sinistre, l'assurance ne couvrira pas le sinistre. Voilà. Deuxième sujet, c'est qu'il n'y a pas ou peu de ressources dédiées. Donc, il y a souvent, il peut y avoir un responsable des systèmes d'information à temps complet ou à temps partagé, mais il y a rarement de RSSI puisque un RSSI c'est coûteux et donc avant d'avoir un RSSI, on a un directeur des systèmes d'information. Voilà. Et le directeur des systèmes d'information, il est souvent focalisé sur la bonne marche du système d'information et pas nécessairement sur des sujets de cybersécurité. Voilà. Par ailleurs, on a aussi souvent des infrastructures, ce que j'appelle des infrastructures externalisées, c'est qu'on fait appel massivement à des sous-traitants et on fait confiance aux sous-traitants, mais on ne vérifie pas si le sous-traitant a fait le nécessaire pour se protéger d'un risque cyber. Voilà. Donc, ce qui est nécessaire, c'est de piloter ce sous-traitant et en particulier au plan de la cybersécurité. Les expertises sont focalisées sur l'essentiel. Hein, donc, on a dit le système d'information doit être opérant. Et donc, l'outillage est restreint. Et voilà, on économise les investissements. Voilà, on
fait des économies et on n'a pas forcément acquis tout l'outillage qui vous permet de vous protéger contre la cybersécurité. Et puis enfin, le dernier point, c'est qu'on peut avoir un plan de continuité d'activité, mais ce qui est important, c'est d'avoir un plan de continuité d'activité cybersécurité, parce que quand on est attaqué, on n'a plus de système d'information et c'est pas forcément un risque dont on a mesuré l'ensemble des conséquences. Donc, ce qu'on va essayer de vous décrire, c'est, si je reviens aux 5 recommandations de l'ANSSI, c'est comment renforcer l'authentification. Et ça, c'est une chose que JumpCloud est capable de faire simplement. Accroître la supervision de la sécurité, c'est aussi, ça fait partie de l'offre de JumpCloud. Et puis, moi, je vous décrirai un peu plus tard comment on fait cette liste priorisée de services numériques qui sont critiques pour l'entité et comment on s'assure de l'existence d'un dispositif de gestion de crise. Donc ça, c'est un volet, on va commencer par un volet technique et outillage, et puis après, je vous décrirai la façon dont on va aborder le sujet de façon opérationnelle. Parfait, merci François. Donc JumpCloud, alors qui est JumpCloud? Bon, c'est une solution SaaS, donc Software as a Service, avec un modèle freemium jusqu'à 10 utilisateurs. Avant que de rentrer dans le détail, pour poser les choses, une société américaine, 8 ans d'existence, gestion des identités et accès, autorisation, on va dire, aux ressources digitales de l'entreprise. Hein. Voilà un petit peu les fonctionnalités qu'on va couvrir, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant ici à voir, c'est que l'utilisation du modèle freemium, qui est quelque chose de très tendance dans les technologies secteur B2B, hein, business to business, dans le monde de l'entreprise, c'est que ça permet en fait des modèles de croissance basés sur ce qu'on appelle product-led growth. Donc, on met à disposition la solution à une grande communauté d'utilisateurs. Et pour ce qui nous concerne, vous pouvez voir ici qu'il y a 150 000 organisations aujourd'hui dans le monde qui utilisent JumpCloud, mais pour l'essentiel dans le mode freemium. Nous avons 5 000 clients, essentiellement des PME, PMI, TPE, TPI. On y reviendra, mais c'est le secteur que JumpCloud adresse. Des sociétés qui ont entre 20, 50 utilisateurs jusqu'à 5 000, un petit peu près. Au-delà, le segment très grande entreprise, on le verra, les moyens informatiques sont différents, les solutions sont beaucoup plus riches, etc. Mais nous, le segment qu'on adresse plus particulièrement, c'est vraiment ce segment très large des PME, PMI, TPE, TPI. Présent dans 160 pays dans le monde en matière d'adoption de la solution. Aujourd'hui, une santé financière très bonne, puisque nous avons, on va dire, eu la chance de lever beaucoup de fonds au fur et à mesure des années. Le dernier round de financement a été effectué en septembre 2021, donc ce qu'on appelle le Series F funding, donc pour 225 millions de dollars et sur une valorisation d'un peu moins de 3 milliards. Et l'aspect freemium nous permet aussi d'avoir un retour des administrateurs IT, des responsables sécurité, on va dire très très large. Hein, et c'est ce qu'on peut voir ici dans ce qu'on appelle le G2 Grid, qui est un système un petit peu dire de vote, si vous voulez, des utilisateurs sur la pertinence de la solution, sa facilité d'utilisation, etc. Et là-dessus, on est assez largement leader. Slide, merci. Alors, pour ce qui est maintenant de l'horizon un petit peu du marché, qu'est-ce qui fait le succès de JumpCloud aujourd'hui? La première chose, c'est l'accélération de la demande d'une approche un peu ce qu'on appelle zéro trust. Alors, pour la gestion des identités, des accès aux ressources informatiques de l'entreprise. Zero trust, c'est devenu un buzzword. Hein, pour simplifier, en fait, il s'agit vraiment de deux choses. La première, c'est ne faire confiance à rien ni personne. Il s'agit d'informatique. Et la deuxième, c'est tout vérifier systématiquement.
Donc, en matière d'informatique, il s'agit à ce moment-là de vérifier systématiquement l'identité, les contrôles d'accès, les systèmes, on va dire, sur lesquels ou à partir desquels les accès sont initiés. Dans un monde, on va dire, ou de l'entreprise, où l'effet aussi Covid a provoqué une accélération phénoménale ces 2 dernières années de pratiques de type télétravail, où on ne sait plus exactement où se trouve l'employé qui cherche, on va dire, à accéder à tel ou tel système. La deuxième chose qui fait ou sous-tend le succès d'une société comme JumpCloud, c'est l'accélération de la digitalisation massive des entreprises, et surtout sur le segment PME-PMI. Comme l'a dit François, il y a 5 ou 10 ans, des problématiques de ransomware dans le monde de la PME-PMI, on n'en voyait pas tant que ça. Ça existait déjà dans le monde de l'entreprise, sans doute, mais dans le monde de PME-PMI, pas trop. Aujourd'hui, ça existe. Pourquoi? Parce que l'essentiel des PME-PMI ne peuvent plus fonctionner sans un système informatique à minimum fonctionnant, on va dire, au nominal, parce que en fait, les applications informatiques sont partout, avec les effets de mobilité, le télétravail, mais même aujourd'hui, n'importe quel employé finit par rentrer quelque chose dans un ordinateur pour pouvoir travailler ou doit accéder à des informations sans lesquelles il ne pourrait pas travailler. Donc, à l'échelle de la PME-PMI, en fait, ça devient un problème parce que si je prends le contrôle de votre système d'information, vous ne pouvez plus travailler non plus, même si vous êtes une société qui ne fait que 20 millions de chiffre d'affaires. Et donc, c'est aussi ça qui déclenche, on va dire, l'appel d'air pour des choses comme le ransomware, etc. Ensuite, une fois encore, le télétravail, ça existe aussi dans les PME-PMI. Et puis, il y a aussi l'adoption massive de technologies plus hybrides. Il y a 10 ans, tout le monde faisait dans le secteur PME, PMI, TPE, TPI de ce qu'on appelle on-premise. Donc, tout était, on va dire, sur des serveurs qui étaient au bureau, peut-être dans un data center, mais surtout au bureau. Et puis, tout était peut-être, par exemple, tout sur du Microsoft. Aujourd'hui, dans n'importe quelle société, quelle que soit la taille, vous allez avoir l'utilisation d'applications web, certainement, qui sont dans le cloud. Vous allez avoir des employés qui vont peut-être avoir des machines Windows, mais d'autres des Mac. Donc, toute cette hybridité, elle génère beaucoup, on va dire, d'efficacité, d'utilisation plus aisée, plus simple, etc., de meilleure adoption des technologies, mais elle crée aussi de la complexité. Et en matière de sécurité, cette complexité devient un vrai problème pour les PME-PMI parce qu'en fait, la slide que vous voyez là, elle reflète l'état du marché, on va dire, qui s'est bâti sur les 5-10 dernières années en matière de solutions qui gèrent l'identité. Donc, l'identité, c'est user, utilisateur et password. Les accès, c'est vérifier que tel utilisateur a accès à telle application. Et puis, il y a aussi la problématique, on va dire, des devices, donc des appareils à partir desquels les accès sont initiés, donc un portable, un serveur, etc. En fait, vous voyez là une myriade de solutions qui ont été développées sur des concepts souvent un peu plus anciens que ceux qui sont pratiqués aujourd'hui, et qui font qu'en général, ils ne couvrent qu'un segment de ce triptyque un petit peu gestion de l'identité, gestion des accès, gestion des devices. Et tout cela génère une complexité et des coûts qui sont bien au-delà en général des capacités de la PME, PMI ou de la TPE, TPI. C'est là vraiment qu'est le nœud du problème, comme l'a signifié François. Les grandes entreprises ont les moyens d'aborder cette complexité, mais les PME, PMI ne l'ont pas. Et c'est, on va dire, l'opportunité qu'a identifié JumpCloud, il y a déjà 6-7 ans. Et aujourd'hui, JumpCloud, en fait, fournit une solution SaaS, donc Software as a Service, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à déployer, on va dire, sur des infrastructures physiques, puisque tout est dans le cloud, et qui permet de vraiment gérer de façon aisée pour un administrateur IT ces 3 piliers que sont la gestion de l'identité, les utilisateurs et leur mot de passe, la gestion des accès et la gestion des devices. Pour ce qui est de l'identité, en général, on va s'intégrer facilement avec des choses comme Google Workspace ou bien Office 365 ou bien Active Directory de Microsoft via des technologies dites de API, Application Programming Interface, mais qui sont faciles à utiliser, à déployer pour des IT admins sans requérir beaucoup d'expertise technologique. Pour les accès aux applications, on va utiliser des choses
ou permettre des choses, encore une fois, en one-to-click pour l'IT admin, on va dire, mettre en œuvre du single sign-on. Donc, en fait, single sign-on, le SSO, ça permet d'avoir pour un utilisateur un seul password et un seul identifiant qui permet d'accéder à plein d'applications. Et tout ça de façon sécurisée. On va pouvoir aussi gérer des accès qui permettent, on va dire, d'accéder de façon sécurisée à des ressources, toujours peut-être physiques, comme un serveur de fichiers, etc., via le protocole LDAP, qui est un standard de l'industrie. Pour ce qui est le SSO, le protocole sous-jacent, c'est SAML, qui est intégré aussi dans la plateforme JumpCloud. Radius, c'est un protocole qui est utilisé pour gérer les accès au réseau. Encore une fois, tout cela est intégré dans la plateforme JumpCloud, ce qui fait que l'administrateur n'a pas besoin de gérer lui-même un serveur Radius, qui permet de contrôler les accès VPN, ou bien que l'accès se fait bien à partir d'un Wi-Fi qui est localisé au bureau. Et la dernière partie, c'est la gestion des appareils, donc on va dire plutôt là des devices au sens vraiment portable, Windows, Linux, macOS, aussi des serveurs qui peuvent être déportés dans le cloud, et même des appareils mobiles de type iPhone. Et là, en général, ça se fait via ce qu'on appelle un agent. Donc, c'est un petit programme informatique qui est téléchargé sur ces appareils et qui permet une communication cryptée, sécurisée entre l'appareil et la plateforme JumpCloud. Tout ça est fait avec, on va dire, une orientation facilité d'utilisation pour l'administrateur IT et transparence pour l'utilisateur final qui, lui, ne voit pas, on va dire, toute la technologie déployée et qui peut simplement utiliser un password, un identifiant pour gérer l'accès, on va dire, à toutes les ressources dont il a besoin. Et pour les IT administrateurs, on peut implémenter facilement, dès lors qu'on a accès à la plateforme JumpCloud, on va dire des configurations de type Zero Trust, où on peut donner l'accès à une ressource uniquement sur la base de critères, l'identifiant, mais aussi la machine et aussi le réseau à partir de lequel la connexion est effectuée. Tout ça permet de générer aussi des rapports de conformité, d'audit par rapport à des standards tels que SOC 2 ou bien ISO 27000, etc., qui sont en général des prérequis pour avoir des certifications de cybersécurité ou même une police d'assurance de type cybersécurité. Voilà pour ce qui est un petit peu de, très rapidement, le positionnement de JumpCloud. Et si vous avez des questions ultérieurement, je me ferai plaisir d'y répondre lors de la session questions-réponses. Voilà, donc Denis vous a présenté la solution. Donc l'intérêt de cette solution, j'espère que vous l'avez tous compris, c'est de gérer simplement l'hygiène, ce qu'on a appelé l'hygiène du système d'information, hein, puisque je vais refaire un parallèle par rapport au Covid. La cybersécurité, c'est ce qui est essentiel, c'est les gestes barrières. Donc, c'est d'appliquer les gestes barrières. Et, de temps en temps, on baisse le masque et on baisse le masque de façon indue. Et donc, l'objectif de la plateforme, et c'est pour ça qu'on l'a présenté, c'est que c'est une solution qui est simple et qui vous permet de garantir que vous avez une certaine hygiène et puis dans un environnement qui est très décentralisé, dans lequel il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, d'avoir quelque chose de fait. Voilà. Et qu'est-ce qui nous autorise, nous, au cadre, à parler de tout ça? C'est que donc nous sommes un acteur majeur du management de transition, nous sommes un pure player. Et aujourd'hui, moi, je gère une practice digitale et cyber, et avec 550 experts qui sont soit experts de sujets IT, sujets métiers, sujets applicatifs, sujets infrastructure et aussi de sujets cybersécurité. Voilà. Et puis le travail qu'on mène aux côtés des TPE, PME, ETI et des participations de fonds nous ont permis de mieux comprendre quels étaient les enjeux, l'organisation et la maturité de ces TPE et ces ETI. Voilà. Et ce qu'on propose pour compléter cette approche outil, c'est une approche qui est plus qui est d'accompagner, on va dire, les dirigeants ou les DSI ou les responsables de systèmes d'information ou les directeurs financiers
des TPE, PME, PMI, et de leur dire, voilà, si vous voulez gérer votre risque, si vous voulez piloter votre risque, qu'est-ce qui est important que vous fassiez? Donc, je vous rappelle, c'est des entreprises qui ont des contraintes financières qui sont fortes, qui ont des contraintes opérationnelles qui sont fortes. Et en fait, donc, le plan et la mitigation des risques cyber, elle doit être forcément adaptée à ces contraintes. Voilà. Et donc, on intervient en deux manières. C'est que la première, c'est on fait un diagnostic flash et on dit aux dirigeants, si vous souhaitez piloter ce risque et si vous souhaitez communiquer sur la façon dont vous pilotez ce risque, voilà comment il faut le faire. Et derrière, on utilise le pool de 550 experts infrastructure, cyber, applications, pour mettre en place opérationnellement et concrètement, donc aider l'entreprise, aider le RSSI, aider le directeur financier ou aider la direction générale à déployer cette feuille de route de façon à ce que le risque cyber soit piloté correctement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par piloter correctement? Eh ben, c'est de s'assurer que tout le monde dans l'entreprise, à tous les niveaux, a compris les mesures d'hygiène, cybersécurité, et les met en œuvre au jour le jour. Parce que, en fait, c'est très simple. Le jour où vous baissez la garde, et c'est le jour où vous baissez la garde, vous baissez votre masque, vous ne vous lavez pas les mains, que vous vous faites attaquer. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle, on va dire, du coaching opérationnel sur la cybersécurité. Voilà. Donc, c'est cette phase de diagnostic, et deux, vous aider et accompagner les PME ETI à mettre en place et suivre ces plans. Et puis surtout, et enfin, c'est aussi, on est sur un sujet qui est extrêmement complexe, qui, vous l'avez vu dans les transparents qui ont été présentés par Denis, c'est de dire, voilà, c'est de faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui l'est moins, de façon à être mieux protégé. Voilà. Donc, pour conclure, on va vous laisser poser vos questions. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, pour conclure, j'espère que vous avez compris quelle pouvait être la valeur combinée de ce que Denis vous a présenté sur cette offre Jump Cloud qui est facile d'accès. Et sur la partie accompagnement et coaching opérationnel sur la cybersécurité, ce qui est important pour nous, Procad, c'est d'avoir cette même facilité d'accès à des ressources qui vous permettront de mitiger le risque cybersécurité. Des questions? Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le panel ou bien en utilisant le chat pour ceux du moins qui ont des moyens de le faire. Je crois qu'effectivement, si on accède au webinaire à partir d'un iPhone, on ne peut pas forcément accéder au slide ou au panel de questions. Sarah? Oui, je reviens à ma caméra maintenant que je reviens parmi vous pour parler. Bon, alors pour l'instant, il n'y a pas de questions de la part des participants. Juste une remarque de Rudolf, effectivement, qui ne voit pas les slides parce qu'il est sur, a priori, parce que Rudolf, vous êtes sur iPhone. En tout cas, sachez qu'on peut vous envoyer qu'on vous enverra la présentation par mail si vous souhaitez la recevoir. Je suis vraiment désolée de ce petit couac technique. Voilà, donc on vous enverra, Rudolf. J'ai vu votre petit mot sur le chat. On vous enverra la présentation par mail juste après. Mais si vous avez des questions
n'hésitez pas à en poser directement à nos intervenants, à François ou à Denis. Voilà. Donc, si vous souhaitez, pour ceux qui sont trop timides pour poser des questions, vous aurez nos coordonnées. On a une question. Est-ce que JumpCloud fait des interventions en urgence? On va dire oui, mais ça dépend en fait de quoi on parle, hein. Comme l'a dit François, effectivement, ben, la problématique de sécurité, c'est souvent un petit peu quelque chose qui intervient après. Pour ce qui est des interventions en urgence, nous, on a une solution qui se déploie, on va dire, de façon essentiellement préventive. Donc, on n'a pas de moyen de curatif par rapport à un problème de sécurité qui a pu se poser. On peut nous aider à plutôt fixer le futur. Par contre, étant une solution SaaS, il est très facile, on va dire, de déployer la solution extrêmement rapidement, hein, en quelques minutes, quelques heures, sur un nombre de postes important, de façon à, on va dire, à arrêter toute propagation, on va dire, d'un risque sécuritaire qui persiste ou qui existe. Donc, il en faudrait que j'en sache un petit peu plus sur la nature de l'urgence et n'hésitez pas à m'envoyer un mail à denis.norval@jumpcloud.com et je me ferai un plaisir de suivre ou de faire un suivi. Comment contrôler la compétence des prestataires SI? Ça, c'est peut-être une question à la fois pour François autant que pour moi. Juste un petit mot. Effectivement, nous travaillons avec beaucoup de partenaires, des intégrateurs, puis ce qu'on appelle aussi des fournisseurs de services managés, hein, des managed service providers, parce que l'essentiel, par exemple, des 5000 clients de JumpCloud sont des PME, PMI qui souvent n'ont même pas de fonction IT. Cela est déporté, délégué chez des prestataires spécialisés de services et notamment de services un petit peu managés qui comprend aussi un volet cybersécurité. Nous en avons en France. François, je te laisse répondre sur. Oui, je vais répondre sur 2 points. C'est l'urgence. Hein. Alors, il y a en cybersécurité, pour ceux, j'espère que tout le monde le sait, mais en fait, il y a 2 types d'urgence. Hein. Vous commencez par être compromis. Ce qu'on appelle compromis, c'est que vous avez quelqu'un qui est rentré dans votre maison, hein, donc qui a poussé la porte et qui est en train de se promener. Et ça peut durer 2 ou 3 mois. Et puis, enfin, il y a ou il n'y a pas d'attaque. Hein, donc, voilà. Et donc, je pense que la solution JumpCloud, elle, quand il y a urgence, donc on sait qu'il y a compromis, elle permet, on va dire, de resserrer la sécurité du système d'information. Quand on est vraiment attaqué, on rentre non plus dans la prévention, mais dans le traitement de l'incident. Donc, c'est un petit peu différent. Après, moi, je vais répondre. La négociation de l'interface en cas de rançon, en ce qui nous concerne, JumpCloud, non, nous ne le faisons pas. Effectivement, après, une fois qu'une solution JumpCloud est déployée, vous pouvez à distance, avec un seul clic, on va dire, écraser, on va dire, faire ce qu'on appelle un wipe-out de tout ce qui est sur les devices. Mais c'est déjà trop tard si vous êtes dans une logique, effectivement, d'être rançonné pour dire des données éventuellement qui auraient déjà été piratées. Peut-être un deuxième point, François, pour répondre pour compléter la réponse de Denis à la question de Laurent Mazard sur la manière de contrôler les compétences des prestataires SI. Est-ce que tu veux compléter la réponse de Denis là-dessus? Contrôler les compétences des prestataires SI, c'est alors déjà de façon générale. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que comme tout fournisseur, il faut être exigeant avec ses fournisseurs. Donc, ça veut dire qu'il faut être un petit peu compétent, il faut être exigeant. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose que je recommanderais, c'est effectivement de vérifier périodiquement auprès des fournisseurs
quel est leur niveau de vulnérabilité, de fiabilité, et je dirais aussi, et c'est un petit peu l'objet de ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est aussi de faire des préconisations et de demander la mise en place d'un certain nombre d'outils. Hein, donc, Denis vous a présenté un panorama assez large, mais c'est de regarder aussi, et tout ça de façon très simple, comment le fournisseur se prémunit contre des attaques cyber. Voilà. Je reviens, hein, il s'agit d'une question d'hygiène, et donc ça peut être nécessaire d'aller chez le fournisseur et de vérifier point par point comment il assure l'hygiène de son système d'information. Voilà. Donc ça, c'est ça. Et après, je prends le pari. Je pense qu'on part toujours du postulat qu'on fait confiance à ses fournisseurs. Et ce que je dirais, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que même si on leur fait leur confiance, ça n'empêche pas qu'il faut contrôler périodiquement la façon dont ils travaillent. Voilà. Et si on a le moindre doute, il ne faut pas hésiter, et ça, c'est pas toujours dans la culture, parce que quand on est dans des petites structures, si on estime que le fournisseur n'est pas bon, il ne faut pas hésiter non plus à changer de fournisseur. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'ai un de nos clients qui avait un système d'information qui était ni très performant, ni très fiable. Et au bout du bout, on lui a dit, écoutez, monsieur, je pense que ça va être douloureux, mais ce qui est essentiel, c'est que vous changiez de fournisseur et que vous ayez un fournisseur qui soit qui vous accompagne à la taille, au même rythme que votre croissance. Voilà. Parce que souvent, on commence avec des fournisseurs historiques, la société fait de la croissance, et entre parenthèses, elle oublie de changer ses fournisseurs et d'avoir des fournisseurs qui sont plus en adéquation avec les nouveaux besoins de l'entreprise. Hein, quand on passe de 10 millions à 30 millions, on n'a pas les mêmes besoins et pas les mêmes exigences. Ok, et alors je passe à la… Merci François. Est-ce que tu veux compléter, Denis, ou pas? Non, effectivement, sur les fournisseurs, je crois qu'il faut aussi s'attacher. Il y a des certifications existantes, hein, par exemple, que ce soit nous d'ailleurs des clients John Cloud qui souvent viennent vers nous parce que ils sont obligés de passer, on va dire, en mode conformité par rapport à un standard tel que SOC 2, par exemple, qui couvre un panel assez large on va dire, de demandes sur la façon dont on gère les données, etc., au sein de son entreprise, ou bien ISO 27000. Donc, des certifications existent à titre individuel pour les prestataires lorsqu'ils viennent faire des interventions, mais aussi à titre, on va dire, de la société qu'ils représentent ou pour laquelle ils travaillent. C'est aussi un angle à regarder, hein, en matière, on va dire, de pertinence de vos prestataires et des solutions que vous adoptez. Voilà. Merci pour ce complément. Une question de Laurence qui demande quelle est la durée d'un accompagnement en moyenne. Alors Laurence, est-ce que vous pouvez préciser si vous adressez plutôt à la solution Jump Cloud ou à Procad, mais sinon on peut répondre sur les deux volets. Denis, je te donne la parole d'abord pour répondre. Ouais, alors sur la solution Jump Cloud, encore une fois, c'est très rapide au sens où le déploiement de la solution est instantané, littéralement. Hein, c'est une solution cloud. Hein. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site, créer votre free account et commencer à l'utiliser gratuitement pour 10 utilisateurs. Après, selon la taille du déploiement, qui est liée en fait qui va être proportionnel au nombre d'utilisateurs, d'appareils ou de devices, de portables que vous voulez, on va dire, sécuriser via Jump Cloud, on va compter peut-être, voilà, de 10 à 20 heures d'assistance, ou bien ça peut être des projets un peu plus importants si vous parlez de 200 jusqu'à 1000 utilisateurs. Parce que là, il y a un vrai, on va dire, gouvernance de projet pour déployer tout cela, comme l'a dit François aussi. Vous serez là, à ce moment-là dans
dans une logique d'implémentation de type projet. Ce qu'il faut voir, je pense, c'est l'aspect instantanéité, on va dire, de la sécurisation déjà des devices, etc. Après, la taille du projet dépend du nombre d'utilisateurs, de la taille de votre entreprise. Merci Denis. Et François, je veux bien que tu complètes, s'il te plaît, parce qu'effectivement, Laurence a précisé entre-temps qu'effectivement, la question sur la durée moyenne de l'accompagnement pro-cadre qui l'intéressait. Alors, l'accompagnement pro-cadre, on va dire, j'espère que j'ai été clair, c'est en 2 temps. Hein. Le premier temps, c'est un audit, et l'audit, c'est très rapide. Hein. C'est 1 à 2 semaines, 1 à 2 semaines de temps elapse, hein, parce que je veux dire, malheureusement, hein, heureusement, les thématiques de cybersécurité, c'est toujours les mêmes partout. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a des attaques? C'est parce que l'hygiène n'est pas respectée. Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, après le déploiement, il n'est pas nécessairement, il va s'inscrire dans la durée, pas nécessairement dans un plein temps, parce que c'est principalement, on va dire, une montée en compétences, une montée en... C'est de prendre conscience du risque, parce que le sujet de cybersécurité, c'est à la fois un sujet technique, mais c'est aussi un sujet d'organisation. Voilà. Bon, à mon sens, qui est quand même qui risque de prendre un peu plus de temps, et si on souhaite traiter ce sujet-là, c'est ce que j'appelais le plan de continuité d'activité, parce que le plan de continuité d'activité, il y a plusieurs questions à se poser. C'est quelles sont les activités qui sont essentielles. Donc, si j'ai plus de système d'information, comment est-ce que je continue à opérer, comment est-ce que je continue à facturer, comment est-ce que je continue à produire. Donc, ça va dépendre de la configuration de l'entreprise. Et puis après, ce plan de continuité d'activité, il va peut-être demander de mettre en œuvre ou de ne pas mettre en œuvre un certain nombre de solutions qui vont permettre de continuer à opérer, mais de manière dégradée. Voilà. Donc, je veux dire, ma réponse est réservée parce que ça dépend du point de départ. Hein. Je veux dire, il y a des entreprises qui vont dire, j'ai pas du tout pensé à mon plan de continuité d'activité, ou j'ai déjà un plan de continuité d'activité, je l'ai testé. Voilà. Donc ça va dépendre de la maturité de ce qui a déjà été fait. J'espère que c'est pas hyper précis. Et puis ça dépend aussi de la cybersécurité, c'est un risque. Hein. Il y en a qui on entend, mais moi ça m'arrivera jamais, puis ça m'arrive pas, et puis le jour où ça vous arrive, vous dites bon, c'est bien fait d'avoir préparé. Donc ça va dépendre de l'investissement qu'on veut faire sur le sujet. Alors ça c'est la première chose. Et puis il y a aussi un facteur externe. Hein, on travaille, qui nous intéresse aussi, c'est les participations de fonds. C'est aussi de comprendre et qu'un directeur général comprenne quel compte il doit rendre sur ce sujet et sur le pilotage de ce risque, soit à ses actionnaires, soit à ses investisseurs, soit à ses clients. Voilà. Donc, tout ça, c'est des facteurs importants et ça va agir sur la complexité du plan. Voilà. Je dirais, et pour conclure, la première chose qui est importante, c'est qu'on prenne conscience du risque et qu'au pas du mois, au moins, on le pilote. Je dirais, ça c'est pour moi le premier prérequis, parce que tout sujet qu'on ne pilote pas au pas du mois, sur lequel on n'a pas de reporting et on ne sait pas si les choses ont été faites ou pas, c'est un risque majeur. Et la deuxième chose, et le deuxième sujet, je reviens, à mon avis, qui est essentiel, c'est que l'incident de cybersécurité va forcément arriver. Vous ne savez pas quand, mais il arrivera. Et donc, la question, c'est le jour où ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai mis en place pour assurer la continuité de mon activité et aussi de gérer la crise. Pourquoi je vous dis que gérer la crise, excusez-moi, je suis un peu long, mais
c'est de la communication vers ses clients, c'est de la communication vers ses partenaires, c'est des déclarations à la police, c'est des déclarations à la CNIL, c'est du juridique, il faut se battre avec son assureur pour être remboursé. Donc, ce sont des moyens, une crise, ça coûte de l'argent et je veux dire, plus on est préparé, mieux ça se passera. Voilà. Donc, je pense qu'on l'a tous vécu, hein, quand on a une crise qui nous tombe dessus, ben, on s'aperçoit que on n'est plus capable de joindre les gens, qu'on n'a plus d'annuaire, qu'on ne sait pas comment les joindre. Ça arrive toujours le week-end ou la nuit ou pendant les vacances. Donc, quand c'est préparé, ça va mieux. Voilà. Et Laurence, tout à fait de ton avis, François, c'est comme préparer. Voilà. Voilà. Alors c'est comme le feu, donc le feu, on sait ce que c'est, hein, c'est un bâtiment qui brûle, c'est des bureaux qui brûlent, donc on arrive à se l'imaginer. Un risque cyber, tant qu'on l'a pas vécu, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. L'idée, c'est effectivement de s'y préparer le mieux possible, le plus en amont possible. Voilà. Je ne vois plus de questions qui arrivent. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes vos questions. Dites-moi si j'en ai oublié. Laurence disait également, mais entre-temps, Denis a répondu sur le fait qu'il y a... Oui, sur la problématique utilisateur. Effectivement, on va dire le dilemme un petit peu, hein, c'est gérer la sécurité, mais sans pour autant en faire, on va dire, un empêcheur de faire du business, parce que les utilisateurs sont au cœur du problème, hein, c'est sûr. Mais c'est aussi la responsabilité de leur mettre en place des solutions qui leur permettent aussi de faire leur travail sans pour autant passer 30% de leur temps productif à ne plus être productif pour gérer des aspects de sécurité ou parce que les solutions implémentées sont trop compliquées. Donc, c'est ça le dilemme. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions aujourd'hui qui permettent effectivement de trouver, on va dire, à peu près un équilibre. Merci, messieurs. Voilà. Je vais vous dire le mot de la fin. Bah, écoutez, merci. On espère que ça a été utile. Ça vous a été utile. Que vous repartirez avec une ou deux idées qui vous feront réfléchir et qui seront source de progrès pour vos entreprises et vos participations. Voilà. Merci à tous. Et puis, aussi un rappel, toutes les personnes qui ont assisté au webinaire devraient recevoir un email avec l'enregistrement du webinaire. Voilà, de façon à ce que si cela est pertinent, vous puissiez le partager éventuellement avec d'autres personnes ou interlocuteurs. Voilà. Et puis, si vous souhaitez recevoir la présentation, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez sous les yeux nos adresses mail. Et puis, voilà, j'ai été enchantée, très heureuse de pouvoir vous présenter cette thématique ce soir. Et merci à François et à Denis pour vos réponses pertinentes qui, j'espère, auront bien éclairé les personnes présentes ce soir à ce webinaire. Il me reste à vous dire à très bientôt. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bonne soirée.